Les formations? Mais à quoi bon? Vous l'aurez compris, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, ce sera de savoir quels sont les motifs qui nous font nous engager en formation. L'idée qui sera assez proche de la vidéo précédente, ce sera d'aller creuser un modèle conceptuel qui a été élaboré par Philippe Carré dans son bouquin L'Apprenance. L'Apprenance, c'est un livre qui a été réédité il y a quelques années. Je suis en train de le lire et donc au fur et à mesure que j'en découvre des passages qui me semblent intéressants, qui me semblent pertinents, eh bien je vous les transmets, j'essaie de les remettre en contexte, de les formaliser sous un angle qui soit intéressant pour vous et moi, ça m'aide à mieux apprendre sur ces sujets. Et aujourd'hui, on part sur les motifs d'engagement en formation chez les adultes. Alors si vous êtes amené à faire des formations, c'est-à-dire à donner des formations à d'autres personnes, à organiser des ateliers, des animations, vous vous êtes déjà posé la question de savoir qu'est-ce qui peut bien motiver mes apprenants, qu'est-ce qui peut bien motiver les personnes qui sont venues ici pour se former. Alors ici, on va déceler quelques clés de la motivation à se former, de la motivation à s'engager dans un processus de formation. Évidemment, il y aura des catégorisations qui sont sujettes à discussion, que vous pourrez discuter dans les commentaires ou que moi-même j'essaierai de critiquer, de mettre en relief, de mettre en contexte tout au long de cette vidéo en donnant des exemples le plus souvent possible. Alors un petit préalable avant de démarrer sur le modèle conceptuel que je vais vous présenter aujourd'hui, j'ai essayé de mettre sur le tapis 2-3 idées que j'avais concernant la formation et ce qui pouvait engager les apprenants dans leur processus de formation. Il m'est apparu deux choses qui me semblent assez probantes aujourd'hui, deux points qui me semblent assez importants et qui des fois peuvent passer au travers derrière tout ce qui est relatif aux objectifs d'apprentissage, à les apprenants, ils viennent pour apprendre quelque chose. Oui, ça c'est vrai, mais il y a aussi une partie qui est un peu moins directement liée à ces objectifs d'apprentissage. Ce sont tous les objectifs qui sont liés à l'expérience de vie que constitue l'animation, que constitue la formation en elle-même, et tout ce qui est la préparation au futur que constitue cette formation. Pour l'expérience de vie qu'est la formation, c'est on ne vient pas juste apprendre, on vient vivre des émotions, on vient partager avec d'autres personnes. C'est pas seulement un lieu, un environnement où on va apprendre des choses, mais c'est aussi une expérience de vie. C'est un endroit où on va venir vivre, expérimenter quelque chose qui soit à la fois excitant peut-être, joyeux, triste, mais on veut aussi cet aspect émotionnel dans les formations, cet aspect relationnel et social. Et tout ça, ça fait partie de ce que je mets derrière, vivre une expérience d'apprentissage qui soit stimulante et intéressante. Et le deuxième point qui est relatif à la formation en tant qu'outil pour s'offrir un meilleur avenir, c'est qu'il nous met en avant les 3-4 points qui sont que lorsqu'on vient dans une formation, on vient pour apprendre et pour se développer professionnellement ou se développer personnellement, pour améliorer sa situation financière, économique ou plus généralement pour augmenter son pouvoir d'action. Voilà, ça c'est les deux petits mots que je voulais faire en préalable avant d'aller sur le modèle conceptuel que je vais vous présenter. Le modèle conceptuel que je vais vous proposer, il repose sur deux axes. Il classe les formations selon deux axes. Le premier, c'est l'axe qui va de intrinsèque à extrinsèque, donc comme la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Et le deuxième, vertical, c'est de tout ce qui est relatif aux volontés de participation jusqu'aux volontés d'apprentissage. L'idée avec ça, c'est de dire qu'il y a des apprenants qui viennent juste pour participer et d'autres qui viennent vraiment pour apprendre et pour le contenu. On va décortiquer un petit peu les différents motifs qui sont dans les 4 cadrans formés par ces deux axes et on verra les nuances qui sont apportées. On verra qu'il y en a pas mal qui se recoupent et qui se chevauchent. Dans le premier cadran que vous verrez en haut à gauche, il y a tout ce qui concerne les motifs opératoires, personnels et professionnels. Donc c'est à peu près les mêmes motifs, mais l'un dédié dans le champ du travail et l'autre dédié dans le champ hors du travail, donc les loisirs, la famille, les responsabilités associatives. Tout ce que vous pouvez mettre derrière, c'est pas dans le travail. Le terme opératoire, il renvoie au fait que les formations sont vues comme des moyens, comme des instruments pour atteindre des buts personnels ou des buts professionnels. Alors sur le champ professionnel, c'est assez évident, c'est tout ce qui relève du champ de la formation continue, c'est ce pourquoi est fait le CPF, le congé professionnel de formation, ou les congés de formation qu'on peut avoir dans certaines structures.
Lorsqu'il s'agit plus d'enjeux personnels, ça va être des choses qui relèvent de l'intérêt personnel, d'une curiosité personnelle, d'un projet ou de besoins qui sont dits plutôt personnels. Pour vous donner un exemple, sur le champ personnel, ça peut être tout ce qui est relatif à la parentalité ou à l'accompagnement scolaire des enfants. Imaginons des personnes qui ne maîtrisent pas bien la langue, ils peuvent vouloir entrer en formation, notamment s'améliorer sur la maîtrise de la langue pour pouvoir être en mesure d'aider leurs enfants. Ça peut aussi être d'autres compétences scolaires et on voit d'ailleurs, moi qui donne des cours particuliers, qu'il y a toujours un moment, collège, lycée ou même après, où les parents ils sont à un moment donné perdus ou plus en capacité d'accompagner leurs enfants. Ça dépend évidemment du niveau d'éducation des parents, mais ça peut être un joli motif que de vouloir se former pour pouvoir accompagner au mieux nos enfants. Donc si on résume, les motifs opératoires, il y en a de deux types. Ils sont soit opératoires personnels, donc là ils viennent comme instrument pour accomplir des buts personnels, ou opératoires professionnels, et là ça vient pour accomplir des buts professionnels. Alors deux autres qui sont dans le cadran un petit peu à gauche, mais beaucoup plus au milieu, qui sont donc situés à moitié entre la volonté de participer et d'apprendre, mais qui sont quand même du côté des motivations extrinsèques. C'est tout ce qui est relatif aux motifs dits vocationnels et aux motifs identitaires. Alors les motifs vocationnels, ça vient de vocation. La vocation, si vous vous intéressez à l'étymologie, vous verrez que c'est lié à tout ce qui est relatif à la voix, parce que c'est ce qui est lié à, c'est un appel, c'est quelque chose qui nous a comme pris, qui nous a appelé, vers lequel on est allé. Aujourd'hui, on parle des fois des métiers de la santé ou de l'éducation comme des métiers à vocation. Et avant ça, il faut bien voir que c'était quelque chose qui était assez connoté religieusement. Avoir une vocation, c'était par exemple devenir prêtre ou devenir moine. Ça pouvait être ce genre de choses-là, beaucoup plus dans le domaine religieux. Les motifs liés à la vocation, ils mettent en avant tout ce qui est relatif à un horizon lointain, à la carrière, à une volonté de se développer sur le long terme. À ce niveau-là, il y a des logiques d'orientation professionnelle, de gestion de carrière, de recherche d'emploi. On est tous dans ce cadre de « j'envisage une période de vie assez longue et sur laquelle je veux me développer dans cet axe-là ». Donc il y a des termes qui sont repris dans les études qui ont été menées, qui font référence à la carrière évidemment, au curriculum vitae, le CV, donc inscrire des lignes sur son CV par exemple, à la mobilité ou à l'avenir professionnel, aux opportunités. Donc tout ce qui est dans le champ de on se projette quelque part. On se projette quelque part et quand même au niveau professionnel. C'est un mélange un peu entre le professionnel et le personnel ici. Et ça va passer par des formations comme celles qui nous permettent d'obtenir un diplôme. C'est clairement le cas des diplômes pour les études de la formation initiale. Ça peut l'être aussi pour des diplômes universitaires en formation continue. Ces différents types de formations, ils vont nous permettre d'accomplir cette vocation qu'on a peut-être identifiée. Pour les motifs identitaires, ils vont être liés à tout ce qui nous permet de transformer ou de préserver nos caractéristiques identitaires. Donc là, quand j'ai dit ça, j'ai rien dit. Qu'est-ce que ça veut dire nos caractéristiques identitaires? Ça veut dire notamment, mais pas que, le statut social. Alors c'est le statut social dans les différents groupes d'appartenance auxquels on est lié. Donc les différents groupes d'appartenance, ça va être le groupe de travail, ça va être la famille, ça va être les associations, ça va être les communautés religieuses. Vous pouvez citer ou rechercher tous les groupes d'appartenance auxquels vous êtes et essayer de voir le statut que vous avez dans ces différents groupes d'appartenance et voir si les formations que vous avez faites, est-ce qu'elles étaient en lien avec ça, ou si vous êtes formateur, vous demandez est-ce qu'il y a des gens qui ont un lien avec ce type de communauté, ce type de groupe d'appartenance, et dans quelle mesure ma formation elle leur permet de garder ou d'acquérir un statut social au sein de ce groupe d'appartenance. Donc ici on le voit, le motif identitaire, c'est quelque chose qui a trait à tout ce qui est la reconnaissance par l'environnement, à la valorisation ou la revalorisation de l'image de soi. Et tout ça, c'est un lien avec des mécaniques liées à l'estime de soi, à la réputation. Donc tous ces motifs identitaires, ils vont toucher quelque chose de très profond, c'est quel est notre statut, notre position dans la société dans laquelle on vit. Alors, les phrases ou les bouts de phrases qui sont cités dans le livre et qui sont issus des études qui ont été faites sur le sujet. Alors si je vous le lis, c'est par exemple « Papa, tu fais des fautes ». Ou un employé qui dit « Me retrouver à un niveau inférieur à celui de mes collègues, c'est pas idéal ». Ou un autre « C'est valorisant de bien connaître son sujet et de pouvoir aider ses collègues ». Et un dernier qui dit
On est beaucoup sur une thématique d'intégration vraiment forte. Il dit « La formation, c'est le moyen d'intégration absolu, c'est ce qui m'a permis d'être bien en France. » Ici, on voit que c'est clairement une question d'intégration sociale, et donc là, le groupe d'appartenance, c'est le groupe nation. Après ces deux motifs vocationnels et identitaires, on en a trois autres qui sont des motifs qui sont les plus... c'est pour les gens qui n'ont pas vraiment envie de venir, quoi. Il y en a trois, le dérivatif, le prescrit et l'économique. Les trois se rejoignent un petit peu et on va les explorer les uns après les autres. Alors le premier, le dérivatif, c'est tout celui qui va concerner ce que j'ai mis derrière les termes des dérives personnelles ou professionnelles. Dérive au sens, je me laisse porter et il y a des choses qui ne vont pas tout à fait dans mon parcours de vie et du coup j'essaie de changer ça. Et c'est pour ça que c'est un des motifs qui va me pousser à la formation. Ce motif dérivatif, il va m'amener à sortir de la routine, changer mes habitudes, ne pas rester à rien faire. Un des commentaires qui est mentionné, c'est « je ne veux pas rester à la maison à rien faire ». Certains, c'est « je m'ennuie au travail et j'ai envie d'aller faire autre chose ». Donc vous voyez, ce motif dérivatif, il est plutôt en creux, c'est-à-dire que c'est plus une contre-motivation ou une absence de motivation, un ennui qui génère l'inconfort suffisant pour aller vouloir faire autre chose et pour aller s'occuper, en l'occurrence, au sein d'une formation ici. Donc on le voit, le dérivatif, c'est tout ce qui est relatif à des dérives personnelles ou professionnelles. Au niveau personnel, ça peut être des conflits familiaux, une mauvaise ambiance avec ses proches, une vie sociale ou affective pauvre. C'est ce que je mets parfois derrière le terme le sas de la misère, le sas pour la misère sociale, affective et sexuelle. Ici, il n'y a pas trop le côté sexuel, mais c'est pas grave. Donc ces dérives liées à des aspects professionnels ou personnels qui ne nous conviennent pas, c'est des motifs qui vont nous faire nous engager dans des formations. Pour le motif prescrit, c'est un peu dans le terme. Prescrit, ça fait référence à une prescription, un peu comme l'ordonnance que vous auriez du médecin. Quand il vous file une ordonnance, vous allez à la pharmacie, vous achetez. Okay, c'est ce qu'il vous a dit de faire, vous le faites. Donc le motif prescrit, c'est tout ce qui va concerner une injonction d'une autre personne, plus ou moins explicite. Alors cette autre personne, ça peut être la société dans son ensemble, ça peut ne pas être totalement identifié, ne pas être totalement un seul individu. Donc ça va être du conformisme social, une pression de conformité sociale, ou bien ça peut être un individu plus identifié, comme le supérieur hiérarchique, un collègue qui nous a fait une remarque, qui nous a amené à nous dire « là, il faut que j'aille me former, parce que sinon ça va mal se passer pour moi ». Et donc, dans une certaine mesure, il y a une prescription indirecte. Et c'est ce qu'on voit à travers les commentaires qui sont mentionnés dans les différentes études qui ont été menées. Oui, c'est une obligation, ou on me l'a imposé, moi j'étais désigné pour aller suivre la formation. Des commentaires de ce type-là qui montrent bien que là, ça a été plutôt dicté et on a dirigé la personne vers la formation plutôt que de elle-même, elle y est allée. Et c'est pour ça que c'est dans tout le cadran lié à extrinsèque, puisque ce n'est pas vraiment une motivation personnelle ou pour l'activité de formation en soi qui a amené ces personnes à aller dans la formation. Et le dernier motif dans le cadran, j'ai la volonté de participer, juste de participer, pas forcément d'apprendre, et c'est très extrinsèque, c'est le motif économique. Et le motif économique, il parle de lui-même, c'est je viens dans cette formation parce que soit je vais gagner de l'argent à l'avenir, soit je vais continuer à toucher de l'argent grâce à ça. Ça rejoint le motif prescrit qu'on a vu précédemment. Et là, on voit bien l'aspect financier lié à l'action de formation. C'est pour avoir une promotion, donc une augmentation de salaire indirectement, pour avoir un réajustement de la fiche de poste, pour changer les missions. Et tout ça, ça va avoir des impacts économiques. Un autre bénéfice économique qui peut venir de cette participation à une formation, ça peut être le maintien des allocations chômage. Le RSA aujourd'hui qui est conditionné à des actions de formation, en tout cas à quelque chose de l'ordre d'une action de formation, ou on peut bien imaginer aussi des droits de séjour ou un visa de travail qui pourrait être conditionné à fait de se former pour avoir un emploi derrière. Et ça, évidemment, c'est très lié aux aspects économiques. Et indirectement, c'est lié à tout ce qui est relatif à l'accès aux ressources, notamment l'alimentation et un logement en premier lieu. Et tout ça, c'est des questions de survie derrière. Donc on voit que là, le motif, il est bien harnaché à l'individu, à la personne, parce que ne pas avoir d'argent, c'est ne pas avoir de ressources. Ne pas avoir de ressources, c'est peut-être aller vers une santé dégradée, voire des conditions encore pires que ça.
Et alors dans les trois autres motifs qui sont ceux de la partie beaucoup plus motivation intrinsèque, on a les motifs hédoniques, socio-affectifs et épistémiques. Les motifs hédoniques, pour ceux qui ne connaîtraient pas le terme hédonique, c'est tout ce qui est relatif au plaisir, à l'agréabilité d'une action ou d'une situation. Et ça nous met en avant le côté « je viens en formation parce que ça me fait plaisir ». Parce que je me dis qu'il va y avoir une bonne ambiance, donc là ça peut être le contexte social, ça va être confortable, j'aime bien la salle où c'est fait, c'est la salle de créativité, c'est la salle de ceci ou de cela, c'est très cool, ou c'est dans un château cette formation, on va la faire, c'est un séminaire qui se fait à je ne sais pas combien de kilomètres de chez moi, waouh, ça va être trop bien, ça va être plaisant, au sens où je vais vivre des bonnes expériences de vie. On peut imaginer ça aussi pour les formations qui sont moins sur du contenu intellectuel ou du contenu conceptuel lié à de l'artisanat ou de la manipulation clairement d'objets. Donc ça peut être des formations sur le bois, on va aimer le toucher du bois, ça peut être de la poterie, ça peut être la couture, le tricot, ça peut être le souffleur de verre où on va adorer voir ces substances qui sont en train de prendre forme. Ces différentes formations, on voit qu'elles touchent au caractère hédonique puisqu'elles sont génératrices de plaisir. Le deuxième motif dans cette catégorie des motifs intrinsèques, c'est celui du socio-affectif. Alors, socio-affectif, c'est pour social, donc les relations, interagir dans des groupes. Et affectif, c'est pour tout ce qui est de l'ordre des émotions, de tout ce qui nous affecte. Dans cette catégorie, on a tout ce qui est relatif à la volonté de s'intégrer à des groupes, d'initier des nouvelles relations, élargir son champ relationnel, qu'il soit professionnel ou personnel, se faire des amis, pourquoi pas. Donc, établir des liens sociaux ou les renforcer s'ils sont déjà existants. Ça peut être aussi échanger dans un cadre particulier. Il y a des personnes avec qui on n'a pas l'occasion d'échanger dans certains cadres et la formation peut être un cadre qui nous permet d'avoir des échanges plus intéressants que ceux qu'on a au quotidien. Et parmi les commentaires qui viennent ou les mots qui viennent, on a tout ce qui est relatif à rencontrer, côtoyer, discuter, voir des gens, communiquer avec les autres, développer des contacts, comparer ses expériences. Dans tous ces motifs socio-affectifs, on voit que le caractère relationnel est prégnant. Il permet aussi de polir sa réputation et d'agrandir son réseau social. Comme je l'ai dit dans les propos préalables à cette vidéo, à cette exploration de ce modèle conceptuel, tout ce qui est relatif à préparer son futur, parce que bien s'entourer, c'est aussi avoir des ressources humaines mobilisables dans le futur. Et le dernier motif d'engagement en formation, c'est le motif épistémique. Alors épistémique, pour ceux qui ne connaissent pas le mot, ça veut dire tout ce qui est relatif à la connaissance. Et ici, ça voudra dire les motifs qui sont liés à tout ce qui est le désir d'apprendre, le désir d'en savoir plus, d'acquérir des connaissances juste pour les connaissances. Dans les commentaires mentionnés par l'auteur, on a des choses du type se confronter au gai savoir, éprouver la joie d'avancer, satisfaire un goût personnel, laisser aller sa curiosité ou aimer le côté intellectuel des choses. La réflexion que je me fais et que je vous propose, et je vous laisserai la discuter si elle vous paraît pertinente, c'est celle de me dire, est-ce que l'intérêt et la motivation à apprendre, c'est pas une forme de motivation hédonique plus motivation socio-affective un peu déguisée, qui serait une motivation de plaisir futur, donc du hédonique mais différé, et du socio-affectif futur. Grâce à ces apprentissages, je vais pouvoir connecter et me lier aux autres à nouveau. Donc est-ce que le motif épistémique ne serait pas une combinaison du motif hédonique et socio-affectif, le tout en une version différée dans le temps? Je vous propose cette réflexion, je n'ai pas de réponse, mais en tout cas, moi je la trouve assez synthétique et intéressante. Et un autre point qu'on peut aborder, c'est que le désir d'apprentissage, et je l'ai déjà mentionné dans une précédente vidéo, ça pourrait aussi être un désir de conquête pour augmenter son territoire conceptuel. J'avais appelé ça aussi son réseau conceptuel. On pourrait se dire que c'est voilà, un peu comme les désirs de conquête matérielle et physique, un désir mais qui se passe plus à un niveau abstrait, qui est un désir de conquête conceptuelle. Et alors pour finir et montrer que l'auteur est bien conscient des limites de ce modèle conceptuel qui nous fournit, je vais vous lire un des passages qui est le dernier, qui montre un peu les limites et les réserves qu'on peut mettre et qui vous sont peut-être venus à l'esprit quand j'ai fait toutes ces présentations. Alors accrochez-vous parce que la phrase est un peu longue, mais elle résume bien les différentes limites ou réserves qu'on peut avoir et comment il faut utiliser ce modèle. Rappelons que ces motifs et ces orientations ne sont pas exclusifs les uns des autres. Ils entrent toujours à plusieurs en combinaison dans une constellation individuelle originale.
Il ne recouvre donc évidemment pas des caractéristiques stables et univoques, ni de la personnalité, ni du rapport à la formation, ni même du rapport au savoir des dits sujets, mais doivent permettre d'apprécier, au temps T, la dynamique motivationnelle qui régit le mode d'engagement du sujet dans la formation spécifique à laquelle il s'inscrit. Les motifs de participation à la formation sont pluriels, contingents et évolutifs. Voilà, pour conclure, vous avez vu qu'on a un modèle assez riche en 10 motifs d'engagement. Oui, 10, je dis 10 parce que moi je suis du Sud. Désolé pour cette petite habitude. Donc ces 10 motifs d'engagement, vous pouvez les utiliser, je pense, si vous créez des formations ou même pour vous-même, pour faire un autodiagnostic de pourquoi vous auriez envie de vous former, d'apprendre et de continuer à vous améliorer. Peut-être que vous n'en avez pas envie, et dans ce cas-là, eh bien, vous pouvez y aller et c'est très bien comme ça aussi. Néanmoins, si vous en avez envie ou si vous fabriquez des formations, je pense que ce modèle conceptuel, il va vous donner des clés intéressantes pour la conception, la fabrication ou la mise sur le marché plus tard. Et j'espère que ça vous aura plu. Moi, perso, comme je vous le dis à chaque fois, c'est un sujet qui me passionne. Je suis très content de pouvoir le formaliser, le synthétiser grâce à ces productions que je fais pour vous qui regardez, et puis c'est aussi un petit peu pour moi. Là, on voit qu'il y a des choses de l'ordre du motif intrinsèque, hédonique, socio-affectif différé, là, via écran interposé. Voilà. Comme d'habitude, on met des likes, on s'abonne si jamais ça vous plaît. Moi, ça me fait très plaisir quand j'ai 1 ou 2 likes. Ça, vous le savez peut-être ou peut-être pas, c'est une activité que je fais en plus de mon travail. Je n'ai pas de rémunération grâce à ces vidéos et ce n'est pas forcément l'objectif. Par contre, un like ou un commentaire qui me dit « Ok, tu existes et tu as de la valeur », ça c'est quelque chose qui me fait plaisir. Donc n'hésitez pas à le faire, ajouter un like, un commentaire ou à vous abonner. Ce sera un petit bonheur dans ma petite vie. Bon, maintenant, c'est l'heure d'y aller. Alors, je vous dis à bientôt. Ciao.